Cet épisode est sponsorisé par POA, Paris Underwater Adventure, le premier club d'apnée professionnel de la capitale. 5 créneaux piscine par semaine, fosses régulières du débutant à l'athlète, pour le fun ou la compète. Rejoignez Adrien et son équipe, la POA Family. Plus d'infos dans la description avec le petit code promo qui va bien. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Born-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Bonjour chers auditeurs de la Freediving Family. Dans ce 45e épisode, vous allez découvrir le parcours de Yoram Zekri. Yoram faisait partie de la bande des Niçois dans les années 90. Il a participé au record en eau limite de Loïc Leferme, de Pierre Frolat, et il a lui-même réalisé des records AIDA, dont le premier record de France AIDA en variable en 1996, où il avait réalisé 60 mètres. Les années plus tard, il a fait 70 mètres, 80 mètres. Il a même participé au championnat du monde où il a été vice-champion du monde. Après plusieurs titres, il quitte Nice. Il quitte la rade de Villefranche pour s'installer en Polynésie française. C'est là, dans les eaux turquoises du Fénois, qu'il réalise des immersions abyssales, comme 141 mètres en eau limite en 2001. Yoram rêve alors de records du monde en eau limite, comme les héros du Grand Bleu. Aujourd'hui, Yoram Zekri fête ses 50 ans et il reprend les entraînements en eau limite en Indonésie, avec encore plusieurs rêves en tête. Pourquoi pas un nouveau record personnel au-delà de 141 mètres? Pourquoi pas aller au championnat du monde CIMAS dans la catégorie Master, vu qu'il va fêter bientôt ses 50 ans? Yoram est un enfant du Grand Bleu. Il a commencé l'apnée à ses 13 ans. Il a côtoyé les grands noms de l'apnée. Il a consacré sa vie à l'apnée en tant qu'athlète et en tant qu'instructeur et coach. Aujourd'hui, il est à la tête d'Ocean Prana, un complexe dédié aux freedivers basé à Bali. Il passe sa vie dans l'eau et il compte bien aujourd'hui écrire de nouvelles pages de son histoire de freediver. Yoram Zekri, c'est 38 ans d'apnée, 38 ans d'anecdotes iodées se déroulant aux 4 coins du globe. Bref, découvrez Yoram, c'est sur la FF et ça commence maintenant. Bonjour Yoram. Salut Julien. Bienvenue sur le podcast de la Freediving Family. Je dis ça à tous mes invités, mais c'est vrai. Je suis vraiment content de te recevoir dans cette émission consacrée à l'apnée. Surtout que tu as un parcours dans l'apnée, mais qui est incroyable en fait. Et j'ai l'impression qu'en termes de notoriété en France, on te connaît pas. En fait, on te connaît pas assez, alors que tu as fait quand même énormément de choses. Et surtout, tu as commencé l'apnée à l'époque de Loïc Leferme et tu fais partie de ces personnages qui ont fait du no limit et des records encore en variable. Donc, je voulais Ouais. parler de tout ça avec toi. Ouais, ben, je suis ravi d'être sur ton podcast. Notamment, je suis un fidèle auditeur, donc je suis vraiment ravi d'y participer. Donc ça, c'est super. Et oui, hein, effectivement, tu vois, j'ai commencé l'apnée à l'âge de 13 ans et j'en ai bientôt 50 là, dans 2 semaines. Donc ça fait 37 ans d'histoire d'apnée qui s'est jamais arrêtée, parce que j'ai jamais vraiment arrêté. Donc ouais, il y a plein d'expériences à te partager, plein de petites histoires, d'anecdotes, des sympas, des moins sympas. Enfin, ouais, intéressant. Ouais, je peux partager tout ça avec toi. Et Yoram, t'es d'où à l'origine? T'es né où en France? Alors moi, je suis de Perpignan,
tu vois, j'ai grandi là-bas. C'est là où j'ai commencé l'apnée même, hein, tu vois, un peu par moi-même. Donc ça a commencé très tôt. J'ai grandi à Perpignan. Après, à l'âge de 20 ans, je suis parti sur Nice. Et après, je te raconterai un peu tout mon parcours. J'ai voyagé Hmm. dans pas mal de pays pour l'apnée, pour développer l'apnée aussi. Et Ouais, ouais, je maintenant, crois que tu as fait. je suis basé à Bali. Ouais, maintenant, je suis à Bali en Indonésie. Enfin, là, je suis pas à Bali en ce moment même parce que je suis sur une autre île pour m'entraîner justement, parce que je continue à m'entraîner. Mais sinon, je suis basé avec mon business pour l'apnée à Bali. Ouais, c'est vrai que t'es un voyageur, un aventurier. T'as passé, je crois, 12 à 14 ans en Polynésie. T'étais aussi en Ouais, Israël, en Australie. Maintenant, en Indonésie. Donc, bon, on va revenir là-dessus. Mais d'abord, je voulais vraiment revenir sur l'apnée No Limit. Parce que dans un ouais, documentaire que j'ai pu regarder, tu parlais de... Donc quand tu étais à Nice, Loïc Leferme était un de tes camarades d'entraînement. ouais, Et on tout à a pu fait. voir que tu as fait des records à 141 mètres en eau limite en entraînement ou encore en 120 mètres de manière officielle. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passait à l'époque à Nice, les entraînements en eau limite? Voilà, bien sûr. Donc, je peux te raconter un petit peu parce que j'étais là à ce moment-là, si tu veux, hein. D'ailleurs, il y a des choses aussi qui sont peut-être un peu polémiques. Je sais que tous tes invités, tu vois, ils ont eu vraiment une expérience extraordinaire avec l'équipe niçoise à l'époque. Moi, c'est un peu plus nuancé quand même. Je te raconterai un peu tout ça si tu veux, sans rentrer dans la polémique des Oui, bien détails et tout sûr, mais ça. c'est Mais j'ai pas intéressant eu d'avoir différents points de vue, de voilà, comprendre vraiment différents l'époque. points de vue. Ouais, voilà, moi c'était un petit peu différent de mon ressenti, du moins, tu vois, je vais te raconter tout ça. Donc c'est vrai que moi, bon, j'étais basé à Perpignan, à l'âge de 13 ans, tu vois, j'ai vu le Grand Bleu, comme beaucoup de jeunes à cette époque. Je faisais déjà de la natation et de la plongée bouteille, depuis tout petit déjà, un peu grandi dans l'eau comme ça. Et à 13 ans, j'ai vu le Grand Bleu et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc même à l'âge de 13 ans, déjà, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Mayol à l'époque. Tu vois, déjà tout gamin, en plein boom du Grand Bleu, j'ai eu cette chance-là de pouvoir le rencontrer. Il faisait une conférence euh, pas très loin de chez moi. Donc, à l'âge de 13 ans, j'ai pris le train tout seul et tout, dormi dans un hôtel tout seul pour pouvoir le rencontrer. Tu vois, c'était un peu. Ah ouais, J'étais vraiment à et fond t'avais dedans l'accord de déjà. tes parents? Ouais, alors justement, j'ai dit à mes parents, ah, c'est Jacques Mayol, il est là, à 50 km de la maison. Donc, j'avais un oncle dans ce village, tu vois, là où il donnait une conférence. C'était aux Angles, c'est une station de ski. Et donc, j'ai eu la chance d'aller le rencontrer. Je dormais dans le même hôtel que lui, de pouvoir discuter avec lui en étant tout gamin. T'imagines, c'était ce rêve-là, quoi, que Énorme. j'ai pu que j'avais à cet âge-là en étant adolescent, c'était assez incroyable. Donc déjà c'était mon premier personnage que j'ai eu la chance de rencontrer, de discuter avec lui. Et après bon ben tu vois à cette époque-là, j'avais 13 ans, je faisais de l'apnée tout seul, allongé dans mon lit ou dans ma baignoire tout seul aussi, tu vois, à essayer de battre mes propres records, hein. Ça a commencé un peu comme ça, comme beaucoup de gamins après le Grand Bleu, tu vois, j'imagine. Et ensuite, ben, je suis à l'âge de 20 ans, en fait. Non, même avant ça, en fait. Déjà à Perpignan, j'ai pu m'entraîner en piscine avec un groupe. Alors à l'époque, il n'y avait pas de club d'apnée, bien sûr, mais il y avait un club de chasse sous-marine. C'était le Harpon Club catalan, qui existe toujours d'ailleurs, hein, Eh oui, il qui est existe basé à toujours, je l'ai Perpignan. contacté il y a pas longtemps, mais ouais. Ah ouais, bah, super, bah, tu vois, donc quand j'avais 13 14 ans, j'ai pu m'entraîner avec eux en piscine, donc c'est des entraînements en piscine. Et donc j'ai pu m'entraîner avec eux comme ça, et puis je suis devenu un peu meilleur, et j'ai pu rencontrer aussi un gars qui était venu vraiment faire un workshop à Perpignan sur l'apnée, et j'ai pu le rencontrer, et lui, il m'a mis en contact, justement, il est parti s'entraîner à Nice, il s'appelle Jean-François Coulet, ce gars-là. Il a fait quelques records en piscine aussi, c'était aussi un peu un précurseur de gueuse et tout ça à l'époque, tu vois. Et donc, c'est lui qui m'a mis en contact, il m'a un peu introduit dans le milieu de l'apnée à Nice, en fait. Donc, c'était en 95. Déjà, tu vois, ça date aussi, ça fait 30 ans exactement. Ouais, j'avais Et donc 6 là, ans, c'est là où quoi. j'ai rencontré. Ouais. Oh la Donc vache. là, tu vois, j'ai quitté Perpignan, j'ai quitté ma famille et tout. Donc j'avais 20 ans en ce moment-là, en 95. Et j'ai pris un petit studio à Nice. Et puis, c'est là où j'ai rencontré donc Claude Chapuis, Loïc Lefer, Pierre Frolla et tout le groupe niçois. Et j'ai commencé à m'entraîner là-bas, tu vois, avec eux. Et donc, on était vraiment comme une famille, quoi. Donc, les deux, trois premières années, c'était vraiment super. On a progressé, on a mis en place tout ça ensemble, si tu veux. Et donc, on s'entraînait. Après, on a été trois un petit peu à émerger du groupe en termes de performance, si tu veux. Il y a eu Loïc, il y a eu Pierre Frolla et il y a eu moi, en fait. Et tous les trois, donc, on s'entraînait et chacun se mettait à disposition de l'autre pour organiser un record. On faisait des records à tour de rôle, en fait. Hmm. Donc, j'ai fait mon premier record de France et c'était, je crois, le premier record en fait homologué par AIDA. Tu vois, t'imagines, c'est le premier record AIDA
au niveau mondial, je crois que c'était le mien, en fait, avec une homologation à 60 mètres en poids variable. C'était Ouais, le c'est premier, tu ça. vois, t'imagines? En 1996, c'est Ouais. ça? Voilà, c'était le Mm. premier record parce qu'en fait, c'était avec Claude, Pierre, Loïc, tout ça, qu'on a créé ces règlements, tu vois, notamment. Donc, comme tu l'as très bien raconté Pierre dans son interview que tu as eu, ben, on passait des nuits à tour de rôle chez Claude sur son ordinateur à taper des règlements pour des disciplines, pour les records, puis ensuite pour les compétitions, parce qu'en 96, il y a eu le premier championnat du monde AIDA aussi. Donc, Mm. il a fallu créer tout ça et on a passé des nuits blanches sur l'ordinateur chez Claude, je me rappelle, à créer tout ça, tu vois. Et donc, et en Génial. même temps, on s'entraînait. Donc, le matin, c'était la mer, même en hiver, tu vois. Je m'en rappelle encore, on faisait sécher nos combis sur le balcon, tu vois. Et le matin, on les mettait, il y avait comme de la glace pilée dedans, tu vois, tellement il faisait froid. On avait peur de rien. Et comme aussi, voilà, l'explique très bien Pierre, on n'aurait jamais rien, on n'aurait jamais raté un entraînement, même mourant, même dans n'importe quelle condition, on serait allé s'entraîner. On avait vraiment faim pour aller s'entraîner, tu vois. Et donc, on a commencé à progresser comme ça. Donc, j'ai fait un premier record à 60, et puis quelques mois après, 70. Et après, je crois que c'est Pierre a fait 72, et puis Loïc 75. Donc, ça, c'était en poids variable, tout ça, tu vois. Et on tournait comme ça, à tour de rôle, à s'encadrer les uns les autres. Après, c'était possible que des fois, ceux qui étaient qualifiés en plongée bouteille en fassent aussi la sécu en plongée bouteille avec Claude. Donc, on tournait comme ça à tour de rôle pour se mettre un peu à la disposition du groupe, chacun. Donc, c'était assez sympa comme ça. Donc c'est comme ça qu'a démarré en fait les entraînements. Au début en poids variable et après en dos limite aussi. Mais au début on faisait pas de record vraiment en dos limite. C'était plus des performances en poids variable qu'on faisait. Ouais. Ça permettait d'aller déjà moins profond pour faire une sécurité de façon plus simple, je suppose. Ouais, c'était plus simple au début, mais après justement Loïc s'est rendu compte qu'il avait vraiment des possibilités pour aller plus profond, tu vois. Et donc c'est là où un peu ça a commencé un petit peu à pas clasher, mais tu vois, c'est là qu'il y a eu des tensions. Alors, c'est là aussi qu'à ce moment-là, tu retrouves aussi dans l'interview de Pierre que c'est à partir de ce moment-là qu'il est parti, lui, sur Monaco pour créer son équipe. Mhm. Parce qu'il n'y avait plus de place pour s'entraîner pour nous. Sauf que Mm. moi, eh ben, j'avais pas Monaco, j'étais Perpignan, j'étais un jeune de 20 ans, 21 ans. Tu vois, j'avais que l'apnée dans ma vie, hein, à 100%. Et donc, quand on m'a mis de côté, ça a un peu clashé, tu vois. Et donc, je l'ai pas, ça a été difficile. C'était un moment difficile de ma vie parce que je savais plus quoi faire, tu vois. Je perdais ma famille en même temps parce qu'on était tellement proches. On s'entraînait le matin en mer. Le soir, on était à la piscine fielding pour faire du statique et du dynamique. On passait tout notre temps ensemble, quoi, tu vois. Et puis, du coup, on m'a bien fait comprendre qu'on ne voulait plus de moi, quoi. Donc, voilà, c'est là où ça a été un petit peu décevant. Aussi bien du côté de Loïc. Je sais que maintenant, tout le monde tu vois, qu'il est béatifié, que je comprends très bien le truc, tu vois, mais bon, ça n'a pas été très sympa. Et le rôle de Claude aussi n'a pas été vraiment à la hauteur, je pense, au niveau. Tu vois, c'est un éducateur sportif d'une association sportive universitaire. Je pense que, tu vois, il aurait dû développer le sport en général pour tout le monde, que tout le monde en profite, et pas faire une élite d'un jeune et pousser plus les autres, l'un que les autres, et foutre les autres dehors, quoi, basiquement, tu vois. Donc, c'était un peu compliqué pour moi à ce moment-là. J'avais comme si j'avais perdu ma famille, j'avais perdu tout le monde avec des. Ça, on en est même venu aux mains avec Claude à un moment, hein. C'était un peu Mais compliqué. non, ah d'accord, oui. Ouais, je te jure, c'était chaud. Et même, alors, je peux te raconter, parce que c'est assez rigolo quand même. Ouais, bah En moi fait, ça c'était m'intéresse un. de connaître ton histoire Ouais, parce que alors je sais c'est qu'il y en vrai que a. en fait Ouais. j'avais jamais entendu Yoram Zekri et en fait en creusant l'histoire je fais mais attends il était là en fait. Ouais, Ouais. justement, Pierre, il remet les choses en place aussi. Il t'a dit dans ton interview, il a dit, eh, mais on était trois, il y avait Yoram aussi qui s'entraînait, mais Ouais. Claude, tu vois, parce qu'il a complètement zappé ma partie de son interview, en fait, Hmm. parce que voilà, ça te prouve un peu qu'il y avait des tensions. Ça fait 30 ans maintenant, tu vois, j'étais un gamin faible de 20 ans, tu vois, qui était un peu paumé. Bon, Hmm. maintenant j'ai 50 ans, tu vois, Ouais, ça fait ouais. 30 ans, ça va, quoi. Et je lui en veux même pas, mais c'est la vie, ça a été un peu un traumatisme dans la vie quand même, tu vois. Mais bon, c'était un peu compliqué. Et Et comment Loïc tu aussi, gagnais parce ta que vie à Loïc, bon, lui, l'époque? j'avais pas T'étais. grand-chose, donc j'avais travaillé un petit peu avant. Et j'avais mon père qui m'aidait un petit peu, tu vois, mais j'avais un petit appart. Alors, je partageais une chambre, en fait, au milieu de Nice, chez un autre apnéiste qui me louait sa chambre, en fait. Donc, il avait un appartement avec plusieurs chambres. Il me louait sa chambre pour pas cher, tu vois. C'était Jean-Marc, un bon apnéiste aussi du club de Nice, justement, aussi. Et puis, je mangeais des pâtes, hein, voilà. Donc, et je m'entraînais, c'est tout. Je faisais que ça. Ah ouais, c'était Donc, vraiment tu travaillais pas, t'étais pas étudiant, c'était apnée, apnée, apnée quoi. apnée à fond. Après, j'ai commencé à organiser des stages aussi. Donc, j'avais organisé un stage à Nice, justement, un peu en dehors de la structure de Claude aussi. Et après, des fois, après, c'est là, à ce moment-là aussi, en 98, que j'ai passé mon brevet d'État.
de plongée parce que tu sais, à cette Hmm. époque, maintenant ça a dû Ouais. changer, je suis plus en France depuis longtemps, mais à cette époque, pour enseigner l'apnée, il fallait avoir un brevet d'état de plongée Ouais. bouteille. Sinon, tu ne pouvais pas enseigner l'apnée. J'avais un BES1, donc, et je l'ai passé à ce moment-là aussi. Donc, j'étais retourné à Perpignan un peu quelques mois pour passer mon BES1, puis j'étais retourné m'entraîner. Enfin, voilà, j'essayais de survivre un peu comme les jeunes à cette époque-là, quoi, hein. Donc, Ok. voilà un petit peu comment ça s'est passé, toute ma partie à Nice. Et donc, voilà, ça s'est pas très bien terminé. On a été, alors, il y a quelques, j'ai pas été le seul, hein. Il y avait quelques autres jeunes qui s'entraînaient dans le groupe. Et en fait, on a été un peu dissidents. On a créé notre groupe après ça. Et on continuait les entraînements par nous-mêmes, en fait. Donc, on a quitté le NUC, on a quitté toute l'équipe de Claude. On était vraiment les damnés tu vois, du groupe. C'était un peu terrible, hein. C'était vraiment, ça allait loin quand même, hein. C'était vraiment Mais c'est parce que assez c'était quoi? Parce que max. du coup, toute l'énergie était concentrée pour les records de Luc Leferme, c'est ça? Ouais, bon, en fait, ouais, mais ça aurait pu bien se passer aussi, tu vois. Mais bah voilà, pour te dire un truc, voilà, par exemple, comment je l'ai appris un petit peu. Donc, nous, comme je te disais, on avait vraiment très envie de s'entraîner tout le temps. On avait faim, tu vois, même malade, Hmm. on serait allé s'entraîner. Et un jour, je me lève et j'apprends que tout le monde, enfin, que Loïc et Claude sont allés s'entraîner et qu'ils m'appellent pas, tu vois, pour aller s'entraîner. T'imagines ma déception à cette époque. Moi, c'était Hmm. terrible pour moi, quoi. Tu vois, j'appelle Loïc. Je dis, hey, Loïc, pourquoi vous m'avez pas appelé là? Vous savez que je meurs d'envie d'aller m'entraîner. Puis là, il me dit, mais en fait, tu nous fais chier, quoi. On n'a pas envie que tu viennes t'entraîner avec nous, quoi. Ça y est, on en a marre, quoi. Ça a commencé comme ça, quoi, tu vois. Et après, du Hmm. coup, ça peut clasher. Et Claude, après, c'était vraiment du harcèlement. Vraiment, on faisait même des réunions où on se faisait critiquer à mort avec mon groupe. Après, quand on a créé notre groupe, bon, tu vois, c'était pas l'ambiance. Je sais que vous êtes sûrement déçus, les auditeurs, parce que tout le monde Non, mais c'est qui a très participé à intéressant ton parce que j'avais podcast, jamais tu vois, ce côté de l'histoire. Et du coup, c'était qui dans ce voilà. groupe dissident, on va dire, du NUC? Bon, alors, très peu, on était trois ou quatre. Il y avait Serge Billian aussi, qui sont toujours des amis d'ailleurs, et Dorothée aussi, qui est son épouse. Et après, on avait d'autres gars qui venaient, qui nous faisaient la sécu en plongée profonde, en fait. Donc, on avait créé notre petite équipe, on était trois, quatre à s'entraîner, tu vois. J'ai pas créé un groupe énorme, tu vois, c'était pas le but. Hmm. Bon, le but, c'était de m'entraîner avec trois, quatre copains qui faisaient aussi de la compétition, qui s'entraînaient. Et donc, voilà, on était trois, quatre à s'entraîner. J'avais acheté un petit bateau et puis on s'entraînait pareil dans la baie, dans la rade. On avait fait bien avancer les choses, tu vois, pour la sécu. On avait vraiment développé des choses. Rien que notre petit groupe, tu vois, on avait style envoyé un. Donc, il y avait les plongeurs à l'époque parce qu'on faisait la sécu avec les plongeurs bouteilles à l'époque. Tu Ouais. vois, ils étaient à mi-profondeur, même quand on faisait du no limit avec un parachute. Et puis, il y avait tout un protocole de sécurité qui permettait aux plongeurs de nous remonter, tu vois, par exemple. Et donc, on avait envoyé un mannequin, tu vois, de piscine, c'est les mannequins pour faire le sauvetage, pour pratiquer en piscine, Hmm. tu vois. On l'avait envoyé au fond, carrément attaché à la gueuse. On calculait combien de temps le plongeur, combien de temps ça mettrait pour remonter le mannequin du fond. Enfin, tu vois, on avait mis des situations en place pour essayer vraiment de développer la sécu pour le no limit, pour les entraînements. Euh, et voilà, donc voilà, on a créé une petite équipe, comme Pierre en fait, hein. Il avait créé son équipe à Monaco, lui, Mais voilà, en pour fait, c'est continuer ça, ses c'est à entraînements la avec base, il y moi. a Loïc Leferme, Pierre Frolat, bah, toi, Yoram Zekri, et en fait, vous êtes tous les trois, vous avez recréé votre propre équipe autour de vous pour continuer à vous entraîner comme vous le souhaitiez à volontiers, quoi. À volonté. C'est ça, c'est ça. Alors moi, je suis pas resté très longtemps à Nice. J'ai juste Hmm. fini l'année, ça c'était en 99, tu vois, où c'est là où après, il me semble que c'est cette année où Loïc il a fait son premier record de France, où là j'ai encore participé, j'avais fait sa sécu sur le 114, je crois. C'était le record de France en no limit, il avait battu Jacques Mayol, donc à cette époque. Là, j'y étais encore. Et après, sur son premier record du monde, je crois que j'étais déjà out. Et ensuite, mais j'ai juste fini l'année et c'est en 99 qu'après j'ai eu la chance de pouvoir partir en Polynésie. Donc là, Hmm. j'ai quitté tout ce milieu qui m'avait bien pourri la tête quand même, qui m'avait un peu traumatisé, tu vois. C'est comme si on m'avait exclu de ma famille, tu vois. C'était un peu dur à vivre à ce moment-là. Et donc là, heureusement, j'ai eu la chance que ma mère, en fait, me dise, allez, on part 3 mois en Polynésie. Et là, je suis tombé amoureux de la Polynésie, comme toi, tu l'as été, Ah, j'imagine, parce mais que je sais que comment tu y ne allé pas aussi. tomber amoureux de la Polynésie? Ouais, donc à cette Ouais, époque-là, imagine, il y a 25 ans, j'ai débarqué à Montréal. ouais. Waouh, et là, tu vois, je suis tombé amoureux des gens, de la culture. J'ai fait de la danse professionnelle, même tahitienne, dans les groupes, dans les troupes tahitiennes. Enfin, c'était vraiment la meilleure période de ma vie. Je crois que c'était quand j'étais à Montréal, ces années-là, quoi. C'était magnifique. Et c'est là aussi, donc, où du coup, j'ai racheté un bateau et recréé une structure d'entraînement là-bas. Et c'est là où j'ai pu performer aussi le plus en no limit. C'est là où j'ai fait 141 en no limit en 2001. Donc, En 2 ans après 2001, être ouais. arrivé. Et c'est en Ouais. 2001 où tu as fait aussi le 120 mètres officiellement.
C'est ça. Bah, en fait, le 141, c'était juste une semaine avant le 120, en fait. Donc, je m'entraînais et je voulais faire une démonstration à 120. Alors, pourquoi 120? Parce que c'est la profondeur maximum dans le film Le Grand Bleu, même si c'est de la fiction, à cette époque-là, que Jacques Mayol dans Le Grand Bleu a atteint, tu vois, 120 mètres. Et Hmm. quand j'étais gamin, je me suis toujours dit, ah, moi aussi, un jour, j'irai à 120. Et Excellent. donc, je voulais réaliser ce rêve de me dire, allez, je vais faire une plongée officielle à 120. C'est pas un record, hein, c'est pas un record de rien, tu vois. Mais je voulais faire 120 pour moi, pour réaliser mon rêve d'enfance, de me dire qu'un jour, Hmm. j'irai à 120. Et comme je voulais le faire de façon tranquille aussi, et qu'à l'entraînement, j'étais plus profond, alors tu vois, une semaine avant cette plongée officielle à 120, j'ai fait jusqu'à 141 à l'entraînement. Et à Hmm. l'époque, c'était seulement à 11 mètres du record de Loïc, puisque Loïc, son record du monde était à 152 à l'époque. Donc, j'étais Hmm. vraiment pas loin, tu vois. Et j'aurais pu y aller, je pense, j'avais une grosse marge de progression à ce moment-là. Mais avec l'équipe, après les 120 mètres, on s'est dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas, du coup, au record du monde? Et puis là, on s'est dit, bon, on va le refaire l'année prochaine, c'est pas grave, on fait un bon break, ça fait déjà quand même quelques mois qu'on s'entraîne. Et après, c'est jamais arrivé du coup. J'ai essayé de reprendre l'année dernière, l'année d'après, en fait, et j'ai pas aussi bien performé. J'ai perdu mon père, en fait, entre-temps et tout. J'ai eu des petits problèmes pas très sympas. Et du coup, j'ai pas pu, j'ai jamais réussi à refaire jusqu'à présent, du moins les 141 ou plus. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Donc depuis, t'es jamais retourné dans ces profondeurs-là. Mais je te suis sur Instagram et j'ai l'impression que tu plonges quand même facilement à au-delà de 100 mètres en eau limite. Voilà, alors c'est aussi rigolo, tu vois, parce que bon, ouais, j'ai fait 141. Après, j'ai refait des petits trucs, peut-être on en parlera dans les années suivantes. J'ai refait un petit record en immersion libre de France. Et puis aussi, j'ai fait l'opération Calamar géant, que je sais que tu as Ah regardé le oui. reportage aussi, tu m'avais dit. Opération Ça, c'était en Calamar géant pour 2006, OC, ouais, il me c'est semble. SOS Village Enfant, c'est ça? C'est ça. Alors ça, c'était quelques années après, toujours à Tahiti, tu vois. Et en fait, je voulais un peu que mes records soient utiles à quelque chose. Et à cette époque-là, à Tahiti, j'étais assez connu parce que je produisais et présentais une émission de télé aussi. Tous les jours, j'étais à la télé locale, tu vois. Une émission D'accord. pour les enfants et le sport que je produisais aussi. Et du coup, je dis, ben, je vais me servir de cette notoriété pour que ça serve à quelque chose. Et donc, j'avais décidé pour la Journée mondiale de l'enfance de faire un truc pour les enfants, en fait. Et j'ai été parrain de cette association qui s'appelle SOS Village d'enfants. Bon, c'était il y a 20 ans, tu vois, je sais pas encore si Hmm. ça existe, mais en fait, ces villages, cette association récupérait des enfants en Qui situation était très peut-être. difficile, maltraités, tout ça, Hmm. et il les Passé par plaçait, le il juge, gardait ouais. ce qui était bien. Voilà, il gardait les fratries ensemble, en fait. Hmm. Donc, les frères et sœurs n'étaient pas séparés, ce qui était bien, et ils étaient, voilà, gérés par une tati, en fait, tu vois, qui s'occupait d'eux Hmm. et tout. Donc, c'était une belle association. Et là, tu vois, j'ai rien inventé non plus pour cette chose-là. Je me suis un peu inspiré de ce que faisait Pierre Frolat. À l'époque, lui, il prenait le drapeau à damier de la course de Formule 1 à Monaco. Et pareil, il mettait le drapeau à 100 mètres, il allait chercher le drapeau et il donnait le drapeau en fait à une œuvre caritative, je crois, un truc comme ça. Donc, tu vois, j'ai pas inventé le concept d'aller chercher le drapeau à 100 mètres, mais Hmm. j'ai dit, ouais, c'est une super idée. Donc, pareil, je vais mettre le drapeau du village SOS, village d'enfants, à 100 mètres et je vais aller le chercher. Et comme ça fera connaître ce village, ça va favoriser les dons. On va bien tout préparer pour ça. Et c'était une super journée, parce que les enfants du village sont venus sur l'eau, sur les bateaux, pour venir me voir plonger. On a fait un reportage donc, que tu as pu voir sur Hmm. RFO de 12 minutes, tu vois, ou je sais plus combien de minutes, un truc assez long quand même, où Ouais, quand même long, justement ouais. on mettait en avant tout ça. Et c'était donc une super journée. Les gamins se sont régalés, c'était une super journée pour eux, et puis ça a servi à quelque chose. Donc, c'était vraiment une super journée. Donc ça, c'était un peu les dernières fois où j'ai fait plus de 100 mètres, en fait, D'accord. en eau limite. Bon, c'était il y a 20 ans déjà. Et là, et après, j'ai quitté Tahiti, c'était en 2012, un peu, donc un peu, quand même un peu après. J'ai fait pas mal de trucs entre-temps. Mais là, ouais, tu as raison. Donc là, je me réentraîne, là, comme tu as vu en ce moment. Et mon objectif, là, je suis à Manado à m'entraîner. Et je suis arrivé ici avec l'objectif un petit peu d'essayer de faire un nouveau personal best en eau limite. Sauf que ça fait 25 ans, tu vois, mon personal best. Donc c'était quand même un peu C'est chaud, mais ambitieux, gros projet, ouais. c'est ambitieux, mais c'est possible. C'est pas un truc, ah, je vais faire un record du monde, tu vois. Je vais faire Ouais, juste mon bah ouais, mais ça personal reste quand best. même Donc, très voilà, profond. ouais, c'est profond, 141, c'est vrai. Mais je suis arrivé ici, tu vois, il y a maintenant un mois et demi, mais dans un mauvais état d'esprit. Donc, tu vois, même après 38 ans de pratique, on peut quand même se remettre en question et se dire, oula, là, je suis sur le mauvais chemin, il faut que je recadre tout ça. En Hmm. fait, je suis arrivé là avec la pression de me dire, ah, il faut que je fasse absolument un nouveau personal best. Donc, il faut que je progresse de temps par semaine pour y arriver. Ouais. Et du coup, ça m'a mis une pression.
Sur une pression vraiment pas nécessaire du tout, une mauvaise ambiance aussi, parce que dès que je pouvais pas plonger parce qu'il y avait un truc, oh, j'étais de mauvaise humeur. Enfin, ça m'a foutu une sale ambiance, tu vois. Et donc, je me suis regardé à moi-même et je me suis dit, ah là, faut qu'on ait une discussion, Yoram, là, ça pas du tout. Et du coup, je me suis recadré la chose et je me suis dit, eh, mais pourquoi tu te fous cette pression? Tu vois, t'as tout le temps. Maintenant, je compte un peu venir habiter un peu en temps partiel ici à Manado pour continuer à m'entraîner. Donc, pas de pression. Ça se passe maintenant, ça se passe pas, c'est pas grave. J'ai plein de temps pour refaire un nouveau PB. Donc là, je suis dans les 110, 112, tu vois, à peu près. Et puis voilà, j'ai le temps, je progresse doucement. Par contre, j'ai fait un nouveau PB en immersion libre. Je suis allé à Camotes aussi, donc voir mon pote Thibaut là-bas au mois Thibaut Guinness, du d'avril-mai. Là, coup. j'ai refait un nouveau. Ouais, ouais. Donc, je suis allé m'entraîner 6 semaines là-bas avec eux et puis c'était super cool parce que là, j'ai fait un nouveau PB en immersion libre et j'en avais pas fait depuis 9 ans des PB en fait. Tu vois, donc Hmm. tu vois, doucement, ça revient. Ça revient. On n'est jamais trop vieux pour pouvoir continuer à s'entraîner. Et donc, et là, du coup, bon, je fais du no limit ici et puis mais je me fais quelques descentes en immersion libre aussi pour essayer d'aller chercher un nouveau PB aussi pourquoi pas en immersion libre. C'est plus facile parce que mon dernier PB, il a 2 mois, il n'a pas 25 ans, tu vois, donc Hmm. ça va encore quoi. Et d'où te Donc vient voilà, reprise à la reprise. d'où te vient cette envie de faire un nouveau record personnel en nos limites et de redépasser les 141 mètres? Ben, j'aime bien les challenges pour moi, tu vois. Là, j'ai beaucoup bossé pendant 10 ans, les 10 dernières années, à mettre en place Ocean Prana, donc mon freediving resort à Bali, tu vois. J'ai pas eu trop l'occasion de pouvoir me réentraîner vraiment. Mais j'ai toujours voulu, je me suis dit, allez, cette année, je m'y remets. Et puis en fait, bon, ça s'est pas bien passé. Oh, après l'année suivante, pareil, tu vois. Mais j'étais vraiment busy avec le business ou pas les super conditions pour Ouais. pouvoir m'entraîner. C'est difficile de s'entraîner au même endroit où tu travailles aussi. Donc, tu vois, j'avais vraiment besoin de me libérer de ça. Donc, cette année, c'est depuis cette année, en fait, que je me dis, allez, là, je laisse un peu le boulot. Maintenant, tout est bien organisé. Ça fait 10 ans que ça tourne. J'ai une bonne équipe. Donc, c'est un peu en autopilote maintenant, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, allez, je pars à Camotes 6 semaines. Après, je reviens un peu. Et après, je pars à Manado. Donc, partir plusieurs mois par an maintenant, juste pour m'entraîner. Parce que j'ai besoin de challenge un peu dans ma vie, tu vois, aussi comme ça. Et donc, ouais, ça me donne envie quand je vois les compétitions, quand je vois les gars qui progressent, puis quand je vois que je peux encore progresser malgré 37 ou 38 ans de pratique, tu vois, je me dis, ouais, ça me donne vraiment envie. Donc, voilà, de créer des petits challenges personnels, progresser pour voir où ça peut m'amener. On verra bien, mais voilà, sans pression, parce que j'ai tendance des fois à me mettre la pression et des fois, il faut que je me recadre bien en me disant, allez, ça va, Hmm. j'ai quand même encore le temps, tu vois. Donc, c'est important même après tout ce temps-là, de pouvoir se remettre en question et se dire, oh non, je suis pas sur les bons chemins, là, il faut que je Ouais. revoie mon état d'esprit. Alors, c'est Est-ce que c'est important. aussi le fait d'avoir besoin d'avoir des défis, c'est sûr, mais aussi le fait de voir les années qui passent, de voir les 50 ans qui arrivent, de se dire, waouh, je vais avoir un demi-siècle. Et parce que tu vois, moi j'ai 36 ans, mais déjà là, à 36 ans, c'est la première fois de ma vie que je ressens le poids des années et où je remets en question mes choix de vie. Et Ouais. donc, est-ce qu'il y a Ah, quand c'est même vrai, c'est sûr. il y a une forme de regret sur le no limit? Il y a quand même comme si tu n'avais pas mangé tout le gâteau. C'est ça, c'est vrai, c'est un peu un truc que je ressens aussi. C'est vrai que j'ai l'impression que je suis pas allé là où j'aurais pu aller, tu vois. C'est sûr que gamin, je rêvais d'un record du monde en nos limites, tu vois. J'ai pas été loin, j'ai quand même fait des belles perfs, tu vois. Mais j'ai aussi été vice-champion du monde en 96, tu vois, au championnat du monde. Donc j'ai fait quand même des beaux trucs, mais j'ai l'impression que j'ai pas tout donné encore. Hmm. Et là, les 50 ans aussi, c'est une étape parce que pour CIMAS, je passe en master catégorie aussi, tu vois. Et Ah mais donc là, je dis, ah, oui! ben tiens, c'est peut-être des nouvelles portes qui s'ouvrent en disant, ben Hmm. tiens, pourquoi je pourrais pas aller, c'est plus accessible pour moi de faire des compétitions en master parce que bon, le niveau, c'est pas le même que le niveau de maintenant, enfin, des seniors, tu vois. Et donc, voilà, allez, pourquoi pas se remettre un petit challenge pour les vieux en master catégorie, ça pourrait être sympa aussi, tu vois. Bah carrément, Donc, faire un petit championnat du monde ouais. 6 masses. Voilà, là où il y a les masters, ça peut être pas Et bah mal. ça peut Mais être je me le vois prochain pas l'année si prochaine, loin, tu vois. Yoram. Ouais, ouais, pourquoi pas. Si je progresse bien en immersion libre, je me dis que je reprendrai la compétition. Tu vois, là, je suis dans Ouais. les 80 à peu près. Donc, je me dis, si je progresse bien encore en immersion libre, pourquoi Ouais. pas faire, ouais, Après, t'as refaire pas une petite besoin d'être compétition. le meilleur, tu vois. Le plus important, c'est Non, d'aller kiffer la communauté, de vivre des bons moments. Et puis même si tu plonges pas à une profondeur, on va dire, extrêmement non, c'est impressionnante sûr, pour c'est toi, sûr. c'est. Je pense que le but, il est plus dans vivre l'événement, quoi. C'est sûr, bah, tu sais, là, justement, quand j'étais à Camotes, il y a eu 2 championnats là, au moment où j'y étais. Il y avait donc les Worlds CIMAS aussi. Donc, il y a eu deux championnats d'affilée à un mois d'intervalle. Donc, j'étais dans l'ambiance à fond, tu vois. J'étais avec tous les athlètes et des Mm. amis. Même si je plongeais pas, tu vois, j'étais sur la ligne la moitié de la journée pour les regarder plonger. Donc,
en même temps, c'est ça qui me motive aussi. C'est bien de voir tout le monde comme ça. Mais j'étais déjà dans l'ambiance. Et c'est vrai que c'est des ambiances sympas où chacun se motive, chacun, y a pas- tu vois, c'est une bonne ambiance en général, les compétitions quand même. Donc, Ouais. j'aime bien ça, quoi. C'est cool. Mais ouais, pourquoi pas reparticiper? Là, c'est vrai que la dernière compétition que j'ai faite, c'était les championnats australiens, en fait. Et ça remonte déjà en 2016 et 2017. Où tu Donc, avais fait ça, plusieurs médailles d'ailleurs. Je crois que tu avais fait ouais. 76 mètres en free immersions, 64 mètres poids constant, Alors, c'est ça, non? Non, ça c'est en c'est ça 99. exactement. Ouais. Non, non, je dis des Non, non, bêtises. c'est ça, j'avais fait 76 immersions libres, je crois que j'avais fait 64 poids constants et 45 no-fins. Et j'avais gagné le overall, donc le Voilà, championnat c'est ça. d'Australie. Hmm. Ouais. Ça, c'était en 2016. Et 2017, j'ai fait que du no-fins. Parce que justement, j'avais des problèmes de compensation pour une raison quelconque. Et moi, c'est toujours la compensation, un peu mon problème. Et en fait, je me suis dit, bah, ce championnat, je vais faire que du no-fins parce que c'est moins profond. Hmm. Et je crois que j'avais fait 54 et j'avais gagné le no-fins aussi. Ouais, Donc, c'est c'était ça, cool. 54. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, Donc, c'est sympa. Donc, ça date un peu. t'as vécu en Polynésie, t'as vécu en Israël, ensuite t'es parti vivre en Australie 3 ans. Tu C'est travaillais ça. dans un club de plongée, d'apnée à Sydney ou tu faisais un métier autre et à côté tu plongeais? Non, alors j'ai peu de temps après l'Australie, parce que j'ai rencontré une Australienne qui est à l'époque devenue ma femme et j'ai eu un petit garçon aussi avec elle. Bon, maintenant on est divorcés, hein, mais c'est pour ça que je suis allé en Australie en fait. Et non, j'ai pu créer mon propre école d'apnée là-bas aussi. Donc en fait, dès que j'ai eu mon visa de travail, j'ai pu commencer à donner des cours d'apnée en autonomie. Tu vois, j'avais pas une école physique, mais Hmm. je louais une salle de cours à l'université à Sydney. On utilisait la piscine aussi de l'université pour le statique dynamique. Et puis, on avait à peu près 45 minutes de voiture à faire pour aller sur le spot d'apnée, tu vois, où alors, c'était vraiment, tu vois, il y avait 50 centimètres de vis, des boules shark un peu partout. L'Australie, c'est spécial, hein, quand même. Ouais, condition de rêve. Et conditions de rêve. Et là, donc, j'ai fait mes cours en autonomie comme ça pendant 3 ans là-bas, ouais, à Sydney. Ok, donc une partie de ta vie australienne. Quand tu étais en Israël, tu faisais aussi de l'apnée? T'étais de quel côté? Un petit peu, mais j'étais à Tel Aviv plutôt. Donc là, non, c'est une période où j'ai pas trop fait d'apnée. Je suis allé quelques fois à Eilat pour rencontrer la communauté là-bas d'apnéistes, tu vois. Mais c'est une période où je faisais pas trop d'apnée là-bas. Donc je suis pas resté très longtemps, hein. Je suis resté que 1 an et demi. Et après ça, c'est là où je suis parti en Australie. Donc je suis pas resté très longtemps. Je faisais pas trop d'apnée là-bas. J'ai fait quelques cours, mais pas grand-chose. Ok. Et Ouais. puis ensuite, après l'Australie, direction Bali, l'Indonésie, et t'as monté ta propre structure qui s'appelle Pranayam, voilà, aide-moi. Pranama, Ocean Prana. Ocean Prana, merci. Ocean. Ocean Ocean Prana, Prana. ouais. Donc là, ouais, c'était un peu un rêve aussi, tu vois. C'était vraiment de créer une structure qui serait idéale pour moi pour s'entraîner, en fait, Hmm. et que je pourrais partager avec tout le monde. Donc j'ai commencé petit parce que j'avais pas un gros budget. Donc ça a commencé je suis arrivé c'était en quelle année? En 2015, je crois. Je suis arrivé ouais, c'est ça, 2015, je suis arrivé à Bali. Et 2016, on a ouvert. Donc ça a commencé, tu vois, avec juste une structure apnée. On est vraiment juste en face de la plage sur le spot. Donc le spot est vraiment super. On a des super bonnes conditions dans une baie. Et puis j'ai commencé avec, voilà, je l'apnée. Après, on a monté un premier bungalow, un deuxième bungalow. Puis on a maintenant une grande piscine de 25 mètres. On a 7 bungalows, tu vois. On a un Hmm. restaurant. On a des cours de yoga tous les jours. Donc c'est vraiment un free diving resort. Donc, c'est vraiment le truc où tu peux manger, dormir, t'entraîner, tout au même endroit, quoi. Donc maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ouvert et puis ouais, ça se passe bien, ça se développe bien. Maintenant, le projet est tout fini. Ça m'a mis 8 ans quand même pour tout finir, tu vois, pour mettre le nombre de bungalows que je voulais, et puis finir avec le restaurant au bord de la piscine, tu vois. Donc maintenant, le projet est terminé depuis 8 ans et donc maintenant, voilà, ça se développe tranquillement, quoi. Donc c'est bien. Ouais, bah félicitations. Ah, merci, ouais, non, c'est chouette de pouvoir venir nous voir, un de ces quatre. Bah pourquoi pas? Et puis si tu cherches des instructeurs, si j'ai envie de venir bosser un peu, ça peut être sympa. Ouais, justement, alors tu sais, ben là, ça tombe bien que tu me dises ça parce que là, pour la fin de l'année, là, on va recruter des instructeurs. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont AIDA instructeurs et qui veulent venir faire partie de l'équipe, avec grand plaisir, vous pouvez m'envoyer un message. Et bah contactez Yoram Zekri sur Instagram pour venir travailler à Bali. Et bah je te Ouais, ferai peut-être un c'est super message là-bas. l'année prochaine, tiens. Pour être sympa de changer D'accord, avec grand après plaisir. Dahab, aller découvrir Bali. Comment ça se passe d'ailleurs quand on veut travailler? Il faut il faut quoi pour les papiers? Alors, voilà,
très compliqué à travailler à Bali parce que l'immigration est très sévère, donc tu veux pas travailler sans visa en fait. Donc ça s'appelle une quitas, c'est un visa de travail qui dure 1 an en fait. C'est pour ça que nous on fait des contrats d'1 an en général. Mais ça je prends en charge, tu vois. Donc c'est pas donné, mais c'est nous qu'on prend en charge pour l'instructeur, tu vois, qui vient s'entraîner. Bon et après une fois que tu as fait une application, ben, tu peux travailler pour le shop une fois que ton visa est validé. Donc après, tu travailles pour 1 an, donc il n'y a pas de souci. Mais je déconseille vraiment fortement de venir comme ça à Bali et de se dire, allez, je vais donner deux, trois cours à gauche, à droite en freelance, parce que là, ça peut arriver vite la catastrophe. Donc, Ouais. je déconseille vraiment de faire ça. Il faut vraiment travailler avec, être sûr que vous avez une quitas, un visa de travail de la part de du centre qui vous embauche. Parce que si tu fais ça sans quitas, c'est des gros problèmes avec l'immigration, c'est ça? Ah, c'est ça. Et puis, ils contrôlent beaucoup, hein. Et moi, tous les 2, 3 mois, tu vois, ils débarquent au shop, style 3 voitures avec des mecs tu vois, de partout, style à l'américaine, tu vois. Ouais. Ouais, tout le monde contrôle de papier, on contrôle qui travaille là, tout ça. Donc, non, on s'amuse pas avec ça. Et si tu te fais attraper à travailler sans visa de travail, oui, tu t'es expulsé du pays, le shop, il ferme, ou une grosse amende, et enfin, ouais, c'est chaud quand même. Ok. Bah, merci pour ces Ouais, infos. Euh, ouais. Ibrahim, je voulais te proposer qu'on passe sur une partie des questions, les questions loufoques. Ce sont des questions Ouais, bizarres, mais l'idée c'est d'ouvrir des portes pour pouvoir partir sur des sujets des fois où on ne s'y attend pas. Donc, d'accord, vas-y. imagine on a une machine à voyager dans le temps. À quelle époque irais-tu et surtout pourquoi? Et qu'est-ce que tu ferais? Ah, c'est une bonne question. À quelle époque j'irai? Alors moi, je suis un peu, j'aime bien les années 80-90, tu vois. Ça me rend un peu mélancolique cette époque-là. Je pense que j'irai là-bas. J'aime bien la musique des années 80-90. Donc je pense que peut-être j'irai là-bas puis puis c'est un peu toute l'époque aussi, tu vois, concernant l'apnée, de là où tout a démarré. Donc c'était vraiment une bonne période, tu vois, à l'époque de Pellizzari, Pippin, tout ça, là où il y avait vraiment, tu vois, du show dans l'apnée un petit peu, tu vois. C'est plus comme maintenant où c'est vraiment que des compétitions comme ça. Il y avait vraiment quelque chose de plus à l'époque. Donc peut-être je retournerai à cette époque pour voir quelques performances. Ouais, ça peut être sympa. Ok, donc voyage historique. Ouais, voyage historique. Et si tu gagnais, imaginons, d'habitude je dis 100 millions, mais là j'ai envie de donner nos limites. Si tu gagnes 100 milliards d'euros, qu'est-ce que tu fais avec? 100, là, beaucoup. Ou 100 milliards, tu peux quasiment sauver Ah la bah là, 100 planète, là. milliards, tu peux... Non, ben déjà, tu vois, même que ce soit n'importe quelle somme qui me mette confortable, ben déjà, c'est sûr que je mettrai à l'abri mes proches. Donc, comme je te disais, j'ai un petit garçon en Australie, tu vois, qui est avec sa maman. Je vais le voir d'ailleurs tous les 3 mois. Je passe aussi 2 semaines en Australie pour m'occuper de lui. Il a des gros problèmes de santé aussi, tu vois, special kids un peu. Donc, vraiment, je voudrais le mettre à l'abri, lui et sa maman, pour que, tu vois, il n'y a plus de problèmes de ce côté-là. Et puis, même ma famille en général, mes amis. Et après, avec tant d'argent, qu'est-ce que tu peux basiquement tout faire, hein. Donc, bien sûr, toutes les raisons où je pourrais intervenir, toutes les causes où je pourrais intervenir pour aider, j'aiderais vraiment avec grand plaisir pour pouvoir rendre ce monde un petit peu meilleur. Parce que des fois, il a tendance à pas être super. Donc, j'essaierai de rendre le monde meilleur et mettre à l'abri tous mes proches et tous ceux que je peux, en fait. Du coup, Yoram, je voulais aussi te demander, c'est une question très simple, mais quel est ton meilleur et ton pire souvenir dans le milieu de l'apnée? Dans le milieu de l'apnée, ce n'est que l'apnée uniquement. Donc, Ouais, l'apnée, il y en a quelques-uns quand même, des très bons, hein, qui seraient difficiles à partager. Déjà, bon, c'est sûr que moi, le no limit, c'est mon truc. Donc, quand je fais des descentes, tu vois, quand je fais 120, 140, c'est des sensations où tu te dissous dans l'eau comme un morceau de sucre, tu vois, où tu fais partie vraiment tu vois, il n'y a pas d'effort en no limit, c'est que de la sensation pure, tu vois. Donc, ça, c'est des moments uniques. Ça, c'est incroyable. Et aussi, les meilleurs moments que j'ai pu vivre en apnée, c'est de partager des moments avec des animaux, en fait. J'ai eu la chance de faire de l'apnée avec pas mal d'animaux différents, que ce soit des baleines à bosse à Tahiti, des raies manta, des requins tigres, des sea lions, vraiment, tu vois, plein, plein, plein d'animaux différents, des dauphins même aussi, bien sûr. Et là, c'est des moments de complicité que tu peux trouver dans l'eau avec ces animaux, que tu partages, tu peux partager que vraiment en apnée, je pense. Tu vois, un plongeur bouteille, je pense pas qu'il a le même feeling parce que tu vois, quand tu es avec un mammifère marin sous l'eau, on est pareil si tu veux. On respire pas, on est tous les deux sous l'eau et enfin, c'est des requins, c'est différent, tu vois, mais c'est pareil. Il y a un feeling, il y a une harmonie. Et ça, c'est une des meilleures sensations que j'ai. C'est quand je fais de l'apnée avec des gros animaux comme ça. C'est quelque chose que j'adore. ouais. Donc beaucoup de baleines à bosse Ça, du c'est coup en Polynésie parce qu'elles passent tout le temps là tous les ans. Polynésie, ouais.
Ouais, je sais pas si Euh, tu as vu quelques photos aussi que j'avais mis sur mon Instagram ou quoi, ou des vidéos aussi. Waouh, tu fais des trucs, c'est magnifique quand tu vois une baleine à bosse comme ça. Et même, j'ai eu des super moments aussi avec ça c'était en Australie, avec les Sea Lions, donc les lions de mer, tu vois. Des grosses bêtes aussi qui sont sympas. Il y en a des plus petits qui viennent s'amuser avec toi, et ça, c'est comme des chiots, quoi, tu vois. Comme hmm. des petits chiens qui viennent autour de toi, et qui s'amusent, qui te mordillent un peu, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Et puis de plonger avec des requins tigres de 6 mètres aussi, tu vois, ça à Tahiti aussi. C'est quelque chose d'impressionnant en apnée aussi. C'est quelque chose. Donc Tiens, en voilà le parlant feeling que tu de, peux avoir de. en parlant Ouais. de Polynésie et de requins-tigres, tout à l'heure, j'étais sur la plage et j'ai croisé Denis Gromer, que tu dois connaître, Ouais, très bien. qui est apnéiste et qui est basé à Tikeo et qui plonge très très souvent avec les requins et notamment les requins-tigres. J'aurais aimé en croiser en Polynésie. Je pense que j'en ai aperçu, mais j'en ai Ouais. pas vu de près, tu vois. Mais je pense que ça doit être sacrément impressionnant. Ouais, Denis, ça doit faire plus de 20 ans que je l'ai pas vu non plus, mais je l'ai rencontré en fait. Il faisait pas d'apnée encore, il faisait de la chasse à l'époque. Quand je suis arrivé à Tahiti en 99-2000, c'est là où on s'est rencontrés. C'était un chasseur à l'époque, hein. Donc je l'ai rencontré comme ça. Et depuis après, on s'est perdu de vue un peu, tu vois, mais on est encore un peu en contact de temps en temps. Et je sais qu'il s'entraîne à Dab en ce moment. Ouais, j'ai vu sur ses Ouais, posts. ouais, il s'entraîne Donc là. c'est bien. Ouais, il performe super bien, donc c'est super pour lui. Donc les C'est rencontres cool. Et avec les sinon, le animaux. mot, ouais, voilà, ça c'est parfait, ça c'est vraiment chouette. Et les mauvais souvenirs, les mauvais souvenirs, je pense en apnée, c'est quand ça se passe pas très bien, tu vois. Quand tu peux, je sais pas, comme ça, j'ai pas trop d'exemples parce que c'est plutôt des bons souvenirs que des mauvais. Mais bien sûr, quand tu apprends une nouvelle, que c'est un ami qui disparaît, par exemple, c'est sûr que c'est pas des bonnes choses, c'est des très mauvais souvenirs ou, Tu as eu des j'ai amis pas qui sont vraiment de. décédés à cause de la pratique de l'apnée ou de la chasse? Des connaissances, bah, il y a Loïc avec qui, bien sûr, je m'entraînais à l'époque, donc c'est même si on n'a pas été vraiment les meilleurs amis à la fin, c'est comme ça, c'est comme un drame, tu vois. Après, ouais, j'ai eu quelques exemples, parce que tu sais qu'à Tahiti, je donnais voilà un exemple, par exemple, je donnais beaucoup de cours d'apnée aussi, donc des stages. Et donc vraiment, tu vois, les stages, c'est basé jamais faire d'apnée tout seul, la rescue et Hmm. tout ça, tu vois. Donc, tu apprends Hmm. vraiment aux gens. Et un jour, j'ai appris comme ça. Alors, j'ai deux exemples, un bon et un mauvais exemple comme ça. Une fois, j'ai appris qu'un de mes élèves qui a fait le stage avec moi, qui connaissait tout, tu vois, il avait décidé d'aller faire de la chasse tout seul et s'est tué. Hmm. Je dis, mais comment, encore quand tu connais pas, je peux comprendre, mais là, tu connais les risques. Pourquoi on prend la mauvaise décision? C'est pour te montrer que même quelqu'un d'expérimenté, Hmm. il peut, il peut prendre les mauvaises décisions. On peut prendre des mauvaises décisions à n'importe quel moment, de dire, bon, allez, je vais aller chasser tout seul, et puis, bon, c'est terminé. Et moi, vraiment, dans mon métier, ce que je préfère, c'est vraiment sensibiliser les gens à ça, tu vois. Dire l'apnée, c'est un sport merveilleux, ou la chasse, tu vois, pour ceux qui sont. Moi, je suis pas chasseur, mais bon, c'est pareil. C'est des choses, des sensations merveilleuses, mais il y a une petite règle à pratiquer, jamais faire tout seul, connaître les règles de sécurité. Et donc, pour revenir aux bonnes nouvelles aussi, juste pour l'exemple opposé de ce que je viens de te dire, mais qui pour moi est vraiment fondamental et qui me dit, ah, si j'ai sauvé une vie, j'ai réussi ma vie, tu vois, en gros. C'est que pareil, j'ai eu un gars de Tahiti qui m'a appelé, qui m'a dit, Yoram, on avait fait ton cours. Après, je suis allé m'entraîner avec un copain. J'ai fait une grosse syncope et mon pote, il a su me remonter et faire exactement ce que tu nous avais appris pendant le cours. Et ça a sûrement sauvé ma vie. Et je voulais te remercier et tout. Et ça, waouh, je me suis jamais senti aussi fier que ça, en fait. Tu vois, c'était Hmm. le truc le mieux que tu puisses me dire. Et ça, je me dis, ah, bah, ça veut dire que j'ai réussi ma vie, quoi, en fait. Tu vois, j'ai sauvé sa vie. Ça veut dire que j'ai sauvé des vies Hmm. juste en faisant ces cours. Et je peux pas être plus fier que ça, en fait. Donc, Ouais. tu vois, c'est ces choses-là qui sont émotionnelles, tu vois. Pour ça, je dis, waouh, c'est vraiment content pour ça. Donc voilà, il faut prendre les bonnes décisions, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en Polynésie, pour les chasseurs, pour les Eito Moana, là, il y a beaucoup d'accidents, hélas, parce les C'est ça, Polynésiens hein. savent plonger, mais ils n'ont pas tous les concepts d'apnée, d'hyperventilation, de pression partielle. Par exemple, moi, quand je vivais à Bora, il y a eu un jeune de 16 ans qui est décédé. Et donc, avec mon ami Ouais. Nicolas, qui était aussi un instructeur rider, on était allé à la radio pour diffuser toutes les bonnes pratiques de l'apnée. Et c'est vrai qu'en Polynésie, faut marteler ce message. C'est ça, mais même partout, je vois les chasseurs, c'est surtout les chasseurs. Quand il y a des accidents d'apnée, dans 99% des cas, c'est des chasseurs quand même, hein. Chasseur, Quand ouais. tu vois dans les journaux, oh, ce jeune est situé en apnée, tu te dis, c'est une grosse chance que ce soit en chasse. Et même partout, et même je vois, mais même des bons, hein, des Hmm. pros, la plupart des chasseurs, ils chassent tout seuls. C'est très rare de voir un chasseur chasser seulement voilà, à deux, avec un fusil, un qui fait la surface, un qui descend, et après on switch.
tu vas vraiment dire un truc sérieux en chasse, il n'y en a pas beaucoup, hein. La plupart des chasseurs, même expérimentés, ils vont tout seuls. Donc, ils veulent pas montrer leur spot ou ils disent, bon, allez. Et quand ils disent, ouais, je vais à deux, il y en a un qui chasse sur une pierre et l'autre qui a une pierre à 30 mètres de là, tu vois, Mm. c'est comme si tu chasses tout seul, quoi, du Bah coup, tu vois. oui, Donc, oui. c'est difficile un peu à C'est dur, ouais. faire Mais ce changer que ses je fais, pratiques. Il du faut. coup, Ouais. quand j'ai des chasseurs, je dis c'est simple, tu pars avec un pote et vous faites un fusil, une personne. Un fusil, c'est ça exactement. Un en surface, un qui Comme descend, ça, après on t'es switch. obligé d'attendre le Ouais, fusil, en fait. c'est ça. Et c'est vraiment ce qu'il faut Ouais. mettre en place, mais c'est un peu compliqué, mais bon, Non, c'est compliqué. tranquillement, Moi, ça. personnellement, par exemple, j'ai tout le temps chassé tout seul toute ma vie. En Bretagne, Et j'allais ouais, à la Pointe du Groin. J'avais jamais un copain qui savait chasser ou qui avait les moyens de me rejoindre. Donc, j'ai passé ma vie tout seul en Bretagne à faire des fois des dingueries, hein. Je pense qu'une ou deux fois, j'ai failli y rester. c'est ça, on fait Mais des c'est dingueries. vrai. Moi, quand j'étais jeune aussi, j'ai fait des dingueries quand je savais pas, hein. J'ai fait ma première syncope, j'avais 14 ans, je crois, hein. Donc, tu vois, j'avais Ah fait des ouais. conneries, hein. Et je suis content d'être en vie. Puis je peux donner des exemples aussi de trucs à pas faire que j'ai fait, parce que je crois que je les ai toutes faites, les conneries, possible, inimaginable. Donc je suis content d'être en vie encore, hein, c'est sûr, hein. C'est un peu, Et et t'as fait c'est ta justement avec première syncope l'expérience. à 14 ans? C'est ça. Bah, au Harpon Club catalan, justement, quand je m'entraînais à Perpignan dans la piscine, tu vois, quand j'étais gamin. Ah Donc je me ouais. rappelle, on faisait, donc il y a le fond de la piscine, il devait être à 3,50 m, tu vois, c'est un grand bassin de 50, puis le fond était plus profond pour les plongeoires, tu vois. Donc il y a un peu de 3 mètres, 3,50 m, un truc comme ça. Et je me rappelle très bien de ce moment-là en plus, tu vois, je fais une statique au fond, à peu près 3 minutes, tu vois, je sais plus trop. Hop, je remonte, je prends même pas une minute de récup avec une petite hyperventilation, et hop, je repars pour une seconde. La dernière chose que je me rappelle, c'était d'être réveillé en surface au bord du bassin avec les gars du club qui Hmm. me réveillaient. Je ne me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé entre le fond et le bord du bassin. Et Et je vais ouais. avoir 13 14 ans, tu vois. Et d'ailleurs, je Mais rappelle à combien de nos... fois, ouais, Non, je t'en prie, je ouais, t'ai coupé. ouais, ouais, pas de souci. Combien de fois aussi quand j'avais 17 18 ans, tu vois, combien de fois je faisais de l'apnée tout seul en statique dans les piscines, dans ma piscine, dans ma baignoire, ou même des fois un peu en profondeur. Combien de fois j'ai eu des sambas en surface tout Ah seul, je ouais? peux pas, même pas te les compter, tu vois. Ah Ouais, la ouais, ouais. vache. Ah oui, quand même. Et là, samba, à bouger comme ça, mais tout seul. Je suis resté. Et plein de fois. Et donc, c'est à deux doigts, tu vois. Mais je dis, oh là là, est-ce que j'ai pu. Je Oh suis là vraiment là. chanceux quand même. Ouais, J'avoue. ouais, non, non, ça craignait. Et ça, justement, c'est maintenant qu'on peut partager, tu vois, avec toute cette. Parce qu'on savait pas à l'époque, hein. On Non, faisait toutes c'est vrai ces qu'à l'époque, conneries-là. il y avait beaucoup de choses à découvrir. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que tu t'en souviens pas quand quand t'as 14 ans là, et que tu fais ta première syncope. Tu ne t'en souviens pas Ouais, parce que ce que nous expliquait Marion Noulian, la neuroscientifique, c'est que la mémoire est gérée par l'hippocampe, c'est une partie du cerveau. Et quand tu vas faire une syncope, donc ton niveau d'oxygène est très bas et le corps décide que ouais, l'hippocampe n'est pas vital pour survivre. Et donc c'est une des premières parties du cerveau qu'il, où il arrête de fonctionner. Et donc c'est pour ça qu'on perd la mémoire. ouais. C'est parce que le cerveau, on garde les fonctions vitales, mais la mémoire n'en est pas une. Et c'est pour ça qu'on se souvient jamais de ces syncopes. Ouais. Enfin, je me rappelle être au fond, tu vois, mais je me rappelle pas du tout avoir fait une syncope. On s'en rappelle jamais, t'as raison. On se dit, Non. nous, quand on se réveille, on se dit, ah, mais ça va, je vais bien, qu'est-ce que vous faites? Après, j'ai pas eu Exactement. beaucoup de syncopes, tu vois, parce qu'en 38 ans de carrière, en plus d'apnée, c'était vraiment de compétition et tout, je poussais. Moi, allez, j'ai dû faire 4-5 syncopes, toujours en surface. Après, par contre, tu vois, jamais en profondeur. Donc, tu vois, en 35 ans de pratique, c'est pas non plus énorme. Donc, Hmm. après, bon, j'ai fait des trucs. Mais une autre anecdote, tu vas rire, tu vas te dire, mais comment vous êtes fou, quoi, à l'époque? On s'entraînait avec un gars qui s'appelle Éric Chapuis. C'est à l'époque, en 97, 18, comme ça, pareil. Rien à voir avec Claude Chapuis, Hmm. un autre Chapuis qui s'appelle Éric. Et donc, on faisait du poids constant, tu vois, 45, 50, on poussait, et on remontait, on avait des squeezes. Donc, nous, on Hmm. savait pas ce que c'était des squeezes, tu vois. Oh, ah, tiens, j'ai comme de l'asthme là, Hmm. crache un peu de sang, mais j'ai comme de l'asthme. Bah, c'est pas grave, tiens, dans la bouée, on prenait de la ventoline, tchic, tchic, deux coups de ventoline, ah, ça va mieux, et on continue à plonger. T'imagines ça maintenant? Mais les gens, donc, on squeezait, mais Ouais. c'est pas grave, un petit coup de ventoline pour mieux respirer, puis on continue à s'entraîner à profondeur. Mais dans la même session, hein. On était vraiment des fous, quoi. On savait pas, on n'avait aucune idée Il y a un de ce autre qu'on truc faisait, où quoi. où j'ai trouvé que tu étais un peu engagé. C'était en 2001, c'était avant ton record en no limite à 120 mètres. Tu fais une plongée d'échauffement à Ouais. 63 et après tu vas à 120 mètres. T'as jamais eu des risques, enfin t'as jamais eu des problèmes d'accident de décompression? Alors, j'allais t'en parler, parce que ça aussi, je suis content d'être en vie. C'est où ça? C'est sur une vidéo que je fais une plongée à Ouais, 63 ouais, et j'étais après là. 120, c'est ça? Ouais, tu dis, ouais, j'ai fait une plongée d'échauffement là 60 ou 63 et après, bim, tu fais Ouais. 120. Je fais, ouah, le ouf.
Et c'est ça, et j'allais te le dire, je suis content de ne pas avoir eu un accident de compression aussi. Je vais te donner mon protocole d'échauffement que j'avais à l'époque, quand je faisais des 120, 140, tu vois, à cette époque-là. Donc, je faisais d'abord 20 mètres en immersion libre avec un hang en bas. Après, tu vois, une Ouais. minute en bas, je remontais tranquille. Après, tout de suite, j'enchaînais avec une 30 mètres, un hang en bas, en immersion libre, je remontais. Après 40 mètres, un hang en bas, assez long, et je remontais. Ensuite, effectivement, je montais sur la gueuse, je faisais une 60 mètres avec un hang en bas en gueuse, et je remontais. Ensuite, je passais à peu près un quart d'heure dans le bateau pour m'équiper, pour me relaxer, et après, je faisais ma 120 ou 140. Ah, tu Imagine, prenais avant que ma 120 ou 15 140, minutes. Oh la vache, ouais. c'est ça. Et j'étais déjà full saturé d'azote avant ma plongée déjà. Je sais Waouh. pas comment je suis vivant, tu vois, on faisait des protocoles de ouf, quoi. On savait pas du tout ce qu'on faisait, hein. Ouais. Et je me demandais pourquoi après, des fois, j'avais des grosses migraines quand même. Une fois, j'ai eu une migraine violente, que j'étais allongé, enfin, un peu méchant, tu vois. Mais voilà, c'était ça, parce qu'on savait pas, tu vois. On savait Et pas. Et d'ailleurs, donc, j'avais un protocole t'étais allé d'échauffement. faire des scanners du ton cerveau avec un docteur en Polynésie, là. Ouais, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'était super intéressant. J'avais un copain qui était radiologue et on s'est dit, tiens, si on faisait de la recherche un peu sur l'apnée pour faire avancer, tu vois. Ça, c'était toujours intéressant. Donc là, ce qu'on voulait faire, c'était voir les effets sur le cerveau d'une plongée hyper profonde et sur les poumons aussi. Donc, j'ai fait ma descente en vol dans l'opération Calamar-Géant, je crois. Ouais, Donc, en c'est fait, je ça. descends à 110, 112, je sais plus, un truc comme ça. Et hop, tout de suite après, boum, je prends la voiture et je vais à l'hôpital faire un scanner, en fait, ou un IRM, je sais plus, tu vois, pour voir les effets juste après une plongée profonde sur le cerveau. Donc, c'était super intéressant. Mais il n'a rien découvert, en fait, de particulier. Il n'y avait pas de traces Ouais. au niveau des capillaires du cerveau, ou quoi que ce soit. Il y avait pas de dégâts après une plongée profonde. Donc, tout avait l'air de bien se passer, mais c'était intéressant de faire ces petites recherches médicales. Ça, c'était chouette. C'était vraiment Euh, intéressant. Ouais. Yoram, du coup, ça fait plus de 30 ans que tu es dans le milieu, ça fait des années que tu enseignes. Est-ce que parfois Ouais. tu ressens de la lassitude à enseigner ton sport ou au contraire, tu es toujours autant épanoui à pratiquer les cours AIDA? Alors, j'en ai eu de la lassitude quand j'enseigne beaucoup. Là, j'enseigne beaucoup moins quand même, tu vois. Parce que là, j'ai des instructeurs à Ocean Prana, donc bien sûr, je leur laisse tout le boulot à eux, tu vois, de faire tous les cours, AIDA 2, AIDA 3, AIDA 4, s'ils sont master. Moi, ce que je fais, c'est les instructeurs courses en général, encore, quelques AIDA 4, ou sinon que vraiment s'il y a besoin. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes, et encore récemment, juste après le Covid, par exemple, tu vois, le Covid, pour nous, ça a été catastrophique, quoi. Non, je pensais fermer, tu vois, il y avait bien sûr plus aucun touriste à Bali, donc Ouais. c'était compliqué. Et donc, à la reprise du Covid, j'ai pas voulu réembaucher l'instructeur tout de suite parce qu'on savait pas encore si on allait réouvrir, refermer, on n'avait aucune idée de comment ça allait se Mm. passer. Donc, l'année, j'étais le seul instructeur et là, j'ai enseigné beaucoup, tu vois, je faisais des fois des 40 jours dans l'eau d'affilée, 100 jours off, quoi, tu vois. Donc, Wow. je me suis donné à fond. Et là, bien sûr, à la fin, tu es saturé un peu. Mais j'ai toujours une passion, bien sûr, pour enseigner, pour encadrer, pour coacher aussi. Et ça, quand tu l'as, tu vois, c'est une fibre que tu as qui quitte jamais. Mais bien sûr, si j'ai des grosses périodes à fond d'enseignement, après, je suis fatigué. Après, je dis, non, ça y est, c'est plus pour moi. Et après tant d'années d'enseignement, mais je prends toujours plaisir, bien sûr, si après, j'ai pas enseigné pendant un petit moment, de dire, allez, je vais refaire un petit AIDA 2, ou là j'ai un AIDA 4 aussi un peu en ce moment, tu vois. Ça, j'aime bien toujours enseigner, non, bien sûr. J'ai toujours la même passion à partager. Même si bien sûr des fois on est saturé, là il faut faire un break. Quand tu enseignes beaucoup, beaucoup, après tu peux être un peu même dégoûté de l'apnée à un moment, tu te dis ah, ben là Mm. j'en peux plus quoi d'être dans l'eau. Et c'est pour ça que c'est très compliqué aussi d'enseigner et de s'entraîner en même temps, c'est même quasi impossible. Non, Donc tu peux pas. Bon, non, c'est parfait pour se ouais, toi, tasser. tu le sais. Non, C'est non. ça. Donc il faut faire des gros breaks, Mm. après retrouver le goût de l'apnée en s'entraînant pour soi. Si tu fais qu'enseigner, tu vas perdre le goût pour l'apnée, tu vas te dire Mm. ouais j'aime plus ça finalement. Si, c'est pas que t'aimes plus ça, c'est qu'il faut justement te recentrer aussi sur toi pour faire ce que t'aimes. Pas seulement enseigner, mais si t'aimes toi te challenger et t'entraîner, bah, faut faire ça un petit peu. Ça doit être séparé des cours en fait. Mm. Donc c'est pour ça que je quitte Bali pour m'entraîner, parce que sinon on me demande toujours un truc ou là, machin, c'est compliqué de se focaliser sur l'entraînement. Donc il faut faire des breaks pour pouvoir faire ce qu'on a envie et s'entraîner en fait. Après non, tu gardes toujours la passion, ça reste, tu vois. Ouais, faut trouver Ça c'est la bien. recette, l'équilibre. Je pense qu'il faut faire des périodes de travail, du repos, plonger pour soi, retravailler, s'accorder du temps, mais faire les deux en même temps. À Dahab, on voit des instructeurs, des jeunes instructeurs qui arrivent, qui sont motivés, déter, et ils tiennent 2 mois et après on les voit tomber malades. Ah, c'est ça, ouais, la santé, après, c'est chaud, quoi, quand tu passes Mm. tant de cours, hein. Mais c'est vrai qu'après, bon, avec l'expérience, tu vois, j'ai pu enchaîner vraiment beaucoup de cours d'affilée aussi. Comme je disais, 40 jours,
pas de jour off, enseigner tout avec plusieurs élèves par jour, tu vois. Mais après, ouais, t'es fatigué. Et après, comme tu dis, c'est un équilibre, hein, mais je pense que la vie, c'est un équilibre en général, de toute façon. Il faut vraiment trouver son équilibre pour sa famille, pour se reposer, pour s'entraîner. Et là, c'est pour ça que maintenant, là, tu vois, comme j'ai beaucoup enseigné, beaucoup bossé pour développer mon projet et que maintenant ça tourne bien, allez, maintenant je pense plus à moi et ce que j'aime faire, c'est m'entraîner. Donc maintenant, je me donne les moyens de m'entraîner et de moins bosser, un peu en pré-retraite, quoi, si je peux. Après retraite. Ça, c'est cool. Et Ouais. Ouais, Yoram, si tu pouvais donner un conseil aux jeunes instructeurs, euh, quel conseil tu donnerais à un jeune instructeur pour être un bon pédagogue? Ben, pour les jeunes instructeurs, c'est ce que j'ai quand ils arrivent à Ocean Prana, tu vois, même les instructeurs quand ils arrivent, moi j'aime bien les coacher aussi pour être sûr que voilà, ils suivent un peu tous nos standards à nous, qu'ils donnent vraiment des cours avec qualité. Eh ben, ce que je donnerais, c'est vraiment déjà être à l'écoute de ses élèves, de ce qu'ils veulent, tu vois, parce que tous les élèves ne demandent pas la même chose. Il y en a, ils vont vouloir faire un AIDA 2 juste parce qu'il a envie de découvrir un peu ce que c'est l'apnée, l'autre plus pour la chasse sous-marine, ou plus juste, un peut-être juste pour faire des photos sous-marines parce qu'il y a une fille qui aime bien faire des photos de sirènes sous l'eau, tu vois. Il y a chacun un peu ses motivations pour les cours, donc il faut être déjà bien à l'écoute de la demande et un peu personnaliser un petit peu comme ça, et pas faire juste un cours standard, le même pour tout le monde, tu vois. Ce qui fait la différence entre un bon instructeur et un mauvais instructeur aussi, c'est sa propre expérience. Il faut vraiment partager sa propre expérience. C'est ça la différence entre chaque instructeur. Si tu délivres juste ce qu'il y a dans le manuel et puis, ouais, ok, tu as fait le cours, mais bon, c'est pas très riche, tu vois, c'est pas top. Si tu peux partager avec tes élèves ton expérience, et ça peut être plein de choses, hein, ça peut être, par exemple, il y en a, ils vont être infirmiers d'abord avant d'être prof d'apnée, ben, ils vont pouvoir vraiment parler de la physiologie avec passion, expliquer des choses, comment ça se passe dans le corps, parce qu'ils vont être plus calés pour ça. Un autre, ça va être il va être chasseur, donc il va pouvoir vraiment parler des poissons, des choses comme ça. Tu vois, chacun a sa propre expérience. Je parle pas que d'expérience en compétition, d'avoir performé à des profondeurs incroyables. C'est pas que ça. Ça peut être de l'expérience sur n'importe quel autre sujet qui fait ton cours riche, en fait. Et partager son expérience, vraiment, moi, je trouve ce qui fait la différence entre un bon instructeur et un mauvais, c'est celui qui sait partager son expérience. C'est ça que je conseille aux jeunes, c'est partager votre expérience, n'ayez pas peur de partager, et gagner d'expérience et partager ce que vous savez. Même si ça n'a rien à voir avec l'apnée, si c'est autre chose, mais essayez de le relier à l'apnée pour que ça apporte quelque chose de concret à votre cours, en fait. Ça, c'est bien. Ok, merci beaucoup, Yoram. Ouais, avec plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet que tu veux aborder, auquel on n'a pas parlé, duquel on n'a pas parlé. Non, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses, hein, déjà. Ça fait un peu un petit tour, tu vois, de ces 38 ans d'apnée, tu vois. Bon, après, c'est sûr, on a pu parler de plein d'autres rencontres, quand Jacques Mayol nous a rencontrés au championnat du monde. Après, j'étais très ami aussi, je suis allé dans la famille en Italie d'Umberto Pellizzari, tu vois. Tu vois, plein de rencontres comme ça qu'il a pu faire. C'est ça qui fait la richesse aussi de ce sport, c'est que tu rencontres des gens incroyables, que tu peux partager avec eux et que c'est ça qui te rend riche aussi, de la Ouais. bonne expérience que tu as en rencontrant des gens incroyables et Et ça, c'est super cool. je Non, crois que la rencontre avec Jacques Mayol, quand il est venu vous voir au championnat du monde AIDA, je sais plus où d'ailleurs et en quelle année, euh, ouais. ça s'est pas En passé. Sardaigne, je crois que c'était. Ouais. Ouais, c'est Sardaigne. Ça s'est pas passé comme vous l'aviez imaginé. Exactement, ça je peux confirmer par contre, tu vois, ça c'est vrai. En fait, Jacques Mayol, alors vraiment, c'était mon héros quand j'étais gamin, tu vois, mais il avait un caractère bien particulier, et ça, tu pourras l'entendre un peu de tout le monde, même quand je suis allé en Italie à un moment, j'avais un contrat un peu avec Crécy à l'époque, tu vois. Bon, il me donnait que du matériel, tu vois, mais j'avais pu les rencontrer, et le gars qui s'occupait de Mayol à l'époque, il me disait, ah, il était radin, enfin, tu vois, il a pas un très bon caractère. Et nous, qu'est-ce qui s'est passé en fait en Sardaigne quand on l'a rencontré? Il nous a dit, oh, mais vous, c'est pas pareil que nous à l'époque. Moi, je fais l'amour avec la mer. Vous faites rien du tout. Il nous a sorti ça comme ça, tu vois. On est resté un peu bouche bée. Ok, bon, il faisait l'amour avec la mer et nous, on faisait rien du tout. Tu vois. C'est pas terrible ce qu'on faisait, quoi. Bon, ben, c'est bien, continue à faire l'amour avec la mer alors. Et puis nous, on est de la merde. C'est pas grave. Et, euh, et du coup, Ouais. c'était quoi ta relation avec Umberto Pellizzari, le champion italien? Bah, avec Umberto, on était très potes en fait. Et, donc j'ai eu la chance d'aller le rencontrer à Busto Arsizio aussi, dans sa famille, avec ses parents et tout, et avec sa sœur. Et donc voilà, j'ai passé quelques jours chez eux. On avait fait de l'entraînement tous les deux en piscine et tout. Donc c'était sympa. C'était un bon copain, ouais. C'est un bon copain. Puis c'était mon héros, quoi, surtout. Tu vois, il a exactement 10 ans de plus que moi.
Et donc, c'était superbe, c'était incroyable d'être dans sa famille, d'être. Alors, j'allais dormir. Alors, il m'avait laissé son lit, et lui dormait dans le canapé, tu vois. Tu dis, putain, je dors dans le lit d'Umberto avec toutes les photos d'apnée qui sont sur le mur, tu vois, de son époque et tout. Je dis, waouh, c'est assez incroyable, quoi. Et donc, après, ben, il était là au championnat du monde en 96, puis en 98 en Sardaigne, c'est lui qui les avait organisés. Puis, on s'est revu quelques fois quand même après, ouais. C'était sympa. Ok, trop cool. J'adore ce genre d'histoire et d'anecdote parce que, bah, tout comme toi, mais mon film préféré qui m'a marqué, moi, c'est Le Grand Bleu. Et j'ai l'impression quand tu me Ouais. racontes ces histoires de vivre le Grand Bleu dans la vraie vie, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as une autre petite anecdote sympa aussi, comme ça, tu verras, il y en a pas mal des comme ça. À un moment, on devait faire une démonstration, un show à Paris. En fait, c'était quand j'étais à Nice, donc dans l'équipe avec Pierre Frolla et Loïc, ok? Et on s'entendait bien encore, tu vois, on s'entraînait. Et là, on nous appelle pour faire une démonstration à Paris. À la piscine, c'était chez Go Sport, je crois, tu vois, un magasin de sport à Paris. On devait faire une démonstration de statique tous les trois. Donc, hop, on y va. On prend l'avion. Et qui c'est qu'on voit dans l'avion? Comme ça, Pipine et Audrey Mestre. Tu Mais, le ah, crois mais ça, juste quand oui! on monte dans l'avion. Oui, Et on le croise dans l'avion comme ça. Je dis, putain, on s'assoit, nous, avec Loïc et Pierre, comme ça. On était tous les trois. Je dis, ah, mais vous avez vu qui c'est qui est là et tout. Et puis, en fait, il préparait son record déjà, tu vois, Loïc. Il disait, mais vous croyez, les gars, que je dois aller le voir pour lui dire que je vais aller battre son record? Oh, c'était trop marrant, quoi. C'était vraiment le truc. Tu dis, on était les trois pas connus du tout, tu vois, encore à l'époque. Et puis, et puis d'avoir Audrey. Et puis, je crois qu'on allait le voir. Il dit, ah, salut, c'est Loïc. Tiens, c'était pour te dire que je vais battre ton record bientôt. Puis, il nous a regardé. Il disait, mais c'est qui cela, quoi, tu vois? oui. On a passé pour des farfelus. Donc, c'était marrant, tu vois, des petites anecdotes comme ça, Et au début, rencontrées il comme vous a ça. pas pris au sérieux, Pipine. Non, il s'est dit, ouais, bah, ok, super, tu vois, il a pas plus réagi que ça, tu vois. Ouais. Bon, après, tu vois, Loïc a bien performé, même ils ont plongé tous les deux ensemble et tout plus tard, je sais, Ouais. avec Pipine et tout, ils ont fait des trucs, tu vois, mais c'était marrant de le rencontrer juste la première fois, comme ça, dans l'avion, entre Nice et Paris, quoi, tu vois. Ouais. C'est C'était assez Pierre Frolla qui intéressant. Puis nous il y avait avait Audrey dans le. raconté aussi cette histoire. Ouais, Une ouais, ouais. coïncidence quand même. Ah, il y a des coïncidences, des rencontres comme ça, qui font que c'est Ouais. cool, quoi. Ouais, non, c'est sympa. Des petites Donc anecdotes de vie, de l'histoire de l'apnée. ouais. On le rappelle, à l'époque, Pipine était de Cuba. Il était en couple avec une Française, Audrey Mestre, qui a eu un décès très polémique. Et puis en fait, Ouais. Pipine se tirait la bourre avec Umberto Pellizzari, l'italien. Donc ça faisait cubain-italien. C'était un peu, euh, dans l'image du grand public, c'était un peu comme à l'époque de Jacques Mayol et de Umberto... oula, euh, Umberto... Enzo Enzo, Mallorca. Enzo Mallorca, merci Yoram. Ouais, ouais. Et donc Pipine Ouais, était c'est très ça, tout connu à à fait. l'époque, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais dans la team Umberto, tu vois, parce que bon, même si en fait leur duel il a commencé avant que moi je rencontre Umberto. Mais bon, après, voilà, comme j'étais bon pote avec Umberto, c'était chouette, c'était sympa, quoi. Ça, c'était les duels de l'époque. C'est pour ça que s'il y avait du show, comme je te disais, à l'époque, ces records-là, il y avait du show. C'est pour ça que j'aimerais bien retourner à cette époque. Waouh, c'était vraiment, c'était vraiment des professionnels, tu vois, depuis Jacques Mayol, mais après surtout Umberto et Pipine, tu vois, ces gars-là, c'était des vrais professionnels de l'apnée. Ils avaient des vrais sponsors, ils gagnaient bien leur vie. Maintenant, tu vois, c'est chaud pour gagner sa vie avec de l'apnée. Maintenant, si tu fais pas d'enseignement à côté, Non, c'est il y dur, a, il y ouais. a tellement déjà de bons, il y a déjà tellement de bons apnéistes que bon, d'avoir un contrat de sponsor, il y en a peut-être, je sais pas, trois, quatre, tu vois, les meilleurs. C'est ça, ouais. À En l'époque, ils France, c'est n'étaient pas 3-4, ouais. nombreux. Ouais. Et puis même, tu vois, ils survivent, mais tu vois, j'ai Mm. pas l'impression c'est pas des footballeurs, quoi, tu vois. Bah, on en parlait Mais à l'époque, Avec Guillaume Bourdila, et ouais, pareil, il dit, bon, bah, c'est je ça, vis, mais j'écoutais, bon, c'est pareil. compliqué, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. J'ai écouté aussi son podcast, ouais, son Mm. interview. Et puis là, ben, tu vois, à l'époque, c'était les stars, quoi, parce qu'il y en avait Mm. deux. Il y en avait pas. Et donc, ils avaient des super contrats de sponsors. T'imagines, Umberto avec Crécy, Sector, il avait des super sponsors. Il avait bien sa vie. Puis avant lui, Mayol aussi avait des super sponsors. Donc, c'était vraiment l'époque, je trouve, l'époque des grands shows de l'apnée, quoi. Je trouve. Maintenant, c'est moins comme ça, je pense. Ouais, c'est ce que Mais bon, disait Pierre Frolla aussi. Il dit, ouais, maintenant, ça manque de show, c'est trop tranquille, ouais. les freedivers mangeurs de graines. Ouais, je Ouais. sais pas si c'est trop tranquille, tu vois, mais bon, c'est de plus en plus polémique, tu vois. Il n'y a pas un championnat du monde où il n'y a pas une polémique maintenant. C'est un Bon, truc de j'avoue fou, que là, quoi. en ce moment, C'est c'est un peu moins, compliqué, ouais. mais en ce moment maintenant, mais après à Nice aussi, pareil. Enfin, tu vois, il n'y a pas un championnat du monde où il y a pas des trucs incroyables, mais dans le mauvais sens, donc, je dirais.
Bah, Je le c'est plus sport comme avant, continue de se quoi. développer, de grandir, de se Bien structurer. sûr, ouais. Donc, je pense que gagne en maturité. Ouais, Et ça c'est puis, vrai. Mais bon, je pense que ces problèmes, ça va se régler petit à petit, mais bon, c'est vrai qu'on sait pas trop jusqu'où ça va aller. Donc bon, faut faire enfin, la sécurité doit évoluer dans le même sens. Enfin bon, c'est un peu mm, compliqué parce que c'est sûr qu'il y a des gars qui vont s'envoyer à 140, 150 en poids constant à un moment et on va être de plus en plus ces accidents-là vont être de plus en plus courants. Donc ouais. Bah là, va falloir, je sais pas. il y a eu un gros accident de décompression C'est ça. Ouais, c'est dans le ça. Encore championnat du grosse monde, polémique avec. championnat du monde CIMAS en ce moment en Grèce. Il y a eu un très très gros accident de décompression avec un problème d'accès à une salle de décompression, Caisson, ouais, un caisson de décompression. c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a Ça, il y a souvent plein d'athlètes, du coup, il y a plein d'athlètes qui ont annulé leur plongée. Enfin, tu vois, Ouais, polémique à mort encore et tout. Donc, ouais, ouais, ouais. j'espère que tout ça, faut que ça évolue dans le bon sens, quoi. Espérons. Et comment t'imagines l'apnée dans 50 ans, par exemple? Quand tu fêteras tes L'apnée dans 100 50 ans, ans? Yoram, comment t'imagines l'apnée? Ah, j'espère que je ferai toujours du no limit à 100 ans. Non, Quand je tu rigole. seras Mais Master 15. voilà, Master 15, nouveau record. Ben ça, tu vois, c'est une bonne question parce que il faudra que la Sécu évolue bien sûr dans le bon sens, il faudra que les règlements évoluent dans le bon sens aussi, mais je sais pas vraiment quel sens ça va être, tu vois. Parce que comme je disais, ben il y a des gars qui vont sûrement s'envoyer, on est déjà à 136, ben, après ça va être 140, 150, et à un moment on va voir jusqu'où. Je pense que l'humanité va s'adapter, tu vois. Il n'y a pas de raison que ça s'adapte pas plus, mais il va y avoir de plus en plus de niveaux aussi dans des profondeurs qui nous paraissent profondes maintenant. Je pense qu'il va y avoir une masse de freedivers qui vont être dans cette zone. Tu vois, il y a quelques années, 100 mètres, ça paraissait énorme, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est presque n'importe qui va à 100 mètres, quoi. Bah là, Quand tu moi vois les j'avais trucs. compté 111 personnes qui allaient à 100 mètres. Bah, imagine, ouais, tu vois. Et donc, Imagine. je pense que cette masse de freedivers à 100 mètres, ben, dans 40, 50 ans, 100 mètres, ça sera peut-être les 40 mètres de maintenant, quoi, tu vois. Oh la Donc, vache. peut-être qu'on te dira dans 50 ans, ah, tu veux travailler d'instructeur, ben, il faut faire 100 mètres en poids constant, ce sera normal. Peut-être, tu vois. C'est pas, hein, quand tu vois un petit peu les progrès qu'il faut Je ne le faire. souhaite Donc, pas le encore progrès, passer à 50, ok, mais. ouais, mais on sait pas dans 50 ans, si tu veux, parce que si on te dit, tu vois, en 96, quand j'étais vice-champion du monde, d'accord, j'ai fait 46 mètres en poids constant. T'imagines? Ouais, c'est rien du tout, hein. Bon. Ouais, Et à l'époque, ouah, 46 mètres, c'est top, tu vois. ouais, Et maintenant, ouais, c'est le niveau à peine instructeur, tu vois. Donc, qui te dit ouais. que dans 50 ans, bah, tu vois, ça va être comme ça. Ce qui nous paraît incroyable maintenant, ça va être, oh, bah, c'est le niveau instructeur, quoi, normal. Donc, ça risque d'être ça. Mais bon, il faudra vraiment que ça soit bien encadré parce que c'est vrai que des fois, on banalise la profondeur aussi, notamment nos limites. On se dit, oh, 100 mètres, c'est facile. On y va, ouais, c'est facile, mais il y a quand même 100 mètres d'eau au-dessus de ta tête, tu vois. Donc, il faut pas banaliser la profondeur. Ça, c'est un truc de sagesse aussi qu'il faut vraiment Hmm. avoir, parce que c'est un truc que j'avais pas quand j'étais jeune. Mais sur, oh, les gars, j'y vais, juste 100 mètres, et boum, c'est facile. Et sauf que c'est 100 mètres d'eau au-dessus de ta tête, et que s'il se passe quelque chose, c'est pas génial. Donc, faut vraiment, faut garder la tête sur les épaules et bien faire évoluer tout ce qui est technique de rescue et puis safety et tous les protocoles. Tu vois, quand je plonge en no limite, là, j'ai plein de protocoles différents qui me permettent de remonter au cas où j'ai le parachute qui va pas, au cas où, tu vois, il faut avoir un plan B, C et D pour être sûr Hmm. que ça remonte. Et ça a beaucoup évolué. Maintenant, on n'en voit plus des plongeurs en no limite, tu vois. Bah non, ça n'existe plus. Euh, Ouais. je- Du coup, toute la t'as quoi? sécu est basée plus sur. T'as un système de contrepoids, t'es longé et tu fais un système de perte d'air continu? Alors, c'est ça. Alors, en fait, j'ai pas mal de trucs que je faisais déjà il y a 25 ans, mais des trucs qui ont un peu évolué aussi. Donc, j'ai pas de contrepoids en no limite. C'est un peu compliqué le contrepoids. Il faudrait mettre trop de kilos, tu vois. Hmm. Donc, ce serait très difficile à mettre en place. Donc, j'ai plusieurs systèmes. Oui, le premier système, c'est oui, je fais une micro-fuite à la descente. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, vers 80, je fais une micro-fuite, ou à peu près voilà, 15-20 mètres de l'arrivée, du fond. Je fais une micro-fuite. Comme ça, si j'ai une perte de connaissance pendant la fin de la descente ou au fond, je suis longé sur la gueuse, moi, directement avec un baudrier d'escalade, tu vois, carrément un truc balèze quand même, sur la gueuse. Et donc, si j'ai une syncope à ce moment-là, je sais que le parachute va continuer à se gonfler et ça devrait me remonter. Tu vois, ça, c'est le premier truc de sécu. Après, j'ai deux tuyaux haute pression qui montent dans mon parachute. Donc, c'est pas des détendeurs normales, hein. C'est de la haute pression, c'est du 200 bar qui sort directement dans le parachute, tu vois. Et s'il y en a un qui marche pas ou qui sort du parachute, même malgré qu'il soit attaché dans le Hmm. parachute quand même, j'en ai un deuxième.
Et si malgré tout ça, disons que bah, c'est le parachute qui explose, par exemple, tu vois, ou sinon c'est la bouteille qui va pas, Ouais. j'ai une stab sur moi modifiée avec une bouteille de 3 litres sur la cuisse, haute pression Ah, aussi. mais La oui, stab j'avais est vu reliée par haute ça. Ouais. pression. Et donc ma stab est reliée par un tuyau haute pression à un gilet modifié. Donc je suis indépendant, je peux larguer la longe, tu vois, larguer la gueuse et remonter avec mon gilet au Hmm. cas où il y a un problème aussi. Tu vois, on multiplie toutes ces choses-là pour Ouais. être sûr qu'on met toutes les chances de notre côté. On n'a pas envie que tu vois Et tu mets deux le côté. mousquetons sur ton ballon? Non, j'en ai qu'un. J'en ai un gros Ouais, j'avais vu dans un de tes interviews qu'il y en avait un Avec qui avait cassé Pascal. son mousqueton aussi. Avec Pascal, Pascal, c'est ça. Pascal Huron, Ça m'a de ça. il a pété C'est son. ça. Il était au fond du blue hole et ça a pété le mousqueton. Donc si tu peux en Mousqueton, mettre ça, un je suis deuxième, surpris ça peut aussi, être pas ouais. mal. Ouais, je crois que justement, quand ça m'a j'ai écouté son interview aussi, je me suis dit, ah ouais, ça c'est peut-être, ben, tu vois, c'est bien d'écouter parce qu'on pourrait peut-être doubler les mousquetons. C'est mieux faut avoir, c'est surtout tout en double aussi. Ouais, tu devrais doubler Tout en ton double. Donc, mousqueton au cas où. Parce ouais, que, c'est clair. Et imagine, tu ça vois, peut être. sinon, toutes les contrepoids, tout ça, ben, avec ce qu'il y avait eu avec Loïc et tous les contrepoids, on s'est rendu compte que c'était pas, enfin, je préfère compter sur moi avec ce que j'ai sur moi, tu vois, plutôt que de trucs. Mais un contrepoids, nos limites, c'est très compliqué aussi. Il faut mettre Ouais. une centaine de kilos de l'autre côté pour Bah, pouvoir tout remonter, tu vois. C'est chaud. top. Bah, Ouais. merci énormément, Yoram, pour ton temps. On va Ah conclure ben, un grand juste plaisir. avec une simple Ouais. question. Quelle est ta citation préférée? Ah, je l'attendais celle-là, parce que je sais que tu la poses à tout le monde, donc j'ai préparé mon petit truc. Donc j'ai deux citations en fait. J'en ai une liée plus à l'apnée, un peu à la philosophie de l'apnée, qui est une de Jacques Mayol, qui est descendre toujours plus bas pour mieux s'élever. Je pense que c'est beau comme citation, tu vois. Et puis, c'est vrai que c'est peut-être pas trop à la mode maintenant, parce que descendre toujours plus bas, ça peut faire un peu compétiteur et tout ça, mais c'est juste, je sais pas, dans l'esprit de se dire descendre toujours plus bas pour mieux s'élever spirituellement. Et donc j'aime beaucoup cette citation de Jacques Mayol. Elle est d'ailleurs dans mon shop aussi. Et j'en ai une autre à Ocean Prana qui est dans notre Yoga Shala, en gros écrit sur le mur, qui est une citation de Baruch Spinoza, qui est un philosophe, tu vois, de quelques centaines d'années déjà, qui dit Deus sive natura, qui veut dire en fait en latin que Dieu est la nature en fait, qu'il n'y a pas besoin, tu vois, d'aller dans des lieux de culte pour trouver Dieu, mais Dieu c'est dans la mer, c'est dans la forêt, c'est dans la nature, et que tout ce qui nous entoure, c'est Dieu lui-même, quoi. C'est un philosophe que j'aime beaucoup, et donc c'est une de mes citations préférées aussi, celle-là. Tu peux nous la C'est mes redire? deux citations que j'aime. Deus sive natura. Tu peux le Google, tu verras, tu tapes Deus cette sive citation de, natura. voilà, c'est Baruch Spinoza, le philosophe. Ok. J'aime beaucoup tu peux lire un peu à propos de ça, de cette citation, de ce que ça veut dire. Et, je trouve que les gens devraient beaucoup plus s'inspirer de cette citation, notamment, même si ça date du XVIIe siècle, tu vois. Elle est très actuelle, cette citation. Il faudrait vraiment que les gens l'appliquent un peu plus, tu vois. Et ça serait vraiment bien. Donc Dieu se trouve dans la nature. Voilà, Dieu est la nature, en fait. Tu vois, tout ce qui nous Ouais. entoure, c'est Dieu, en fait. Ça, c'est beau. Pas besoin d'aller le chercher ailleurs, en fait. Eh ben merci Yoram, on va conclure là-dessus. D'accord, mais je te remercie beaucoup, en tout Bah, cas, je t'en Julien. prie, C'était très c'était sympa de discuter avec toi. un grand plaisir de revoyager dans le temps. Et puis je te dis Ouais. peut-être à bientôt, parce qu'il faut qu'un jour je vienne Ah, découvrir Bali. Tout le monde m'en voilà. parle. Viens nous voir quand tu veux. Ouais, viens nous voir quand tu veux. Grand plaisir. Allez, ciao. À bientôt, Julien. Bye bye. Merci.